Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je me présente. Stéphane Moutard, je suis le responsable du pôle innovation de Novachim. Je vous remercie donc de participer à ce webinaire organisé par Novachim qui a pour but donc de présenter les expertises et les savoir-faire du laboratoire Madirel. Pour ceux qui nous connaissent encore peu ou pas, quelques mots sur Novachim. Donc Novachim, c'est le réseau des entreprises et des laboratoires en région Provence-Alpes-Côte d'Azur de la filière chimie et matériaux. Donc la structure rassemble un réseau d'environ 200 membres, donc entreprises et laboratoires des différents secteurs d'activité de notre filière chimie et matériaux. Nous accompagnons donc nos entreprises adhérentes dans leur développement économique et dans leur croissance durable, notamment à travers l'innovation, le développement des compétences et la maîtrise des réglementations. Un mot pour dire que Novachim est soutenu par la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc nous représentons la filière chimie et matériaux en région, par France Chimie Méditerranée, qui est le syndicat professionnel de la branche chimie avec lequel nous travaillons en étroite synergie avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence, et également soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et notamment Novachim est labellisé à le label donc cellule de diffusion technologique depuis 2007, et ce label reconnaît notre rôle d'interface entre les entreprises et la recherche académique en filière chimie et matériaux en région, et notamment donc pour favoriser les collaborations et les partenariats entre les entreprises et les laboratoires. Donc rapidement, Novachim est constitué de 4 pôles d'expertise. Le pôle innovation, dont je fais partie, a pour mission principale d'accompagner les entreprises dans leurs projets d'innovation, d'être un relais entre les industriels et les laboratoires académiques, j'ai parlé du label à l'instant, de mobiliser les compétences, d'animer le réseau. Donc un exemple, aujourd'hui, ce webinaire qui est organisé pour présenter le laboratoire Madirel, et d'assurer la visibilité de la filière auprès des acteurs socio-économiques. Donc ce matin, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir donc les équipes de recherche du laboratoire Madirel. Donc c'est une unité mixte de recherche Aix-Marseille Université CNRS qui est spécialisée dans l'étude des matériaux et des interfaces avec de nombreuses applications dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, de la santé. On va le voir donc durant l'heure qui vient. Donc c'est un laboratoire qui est dirigé par le docteur Michael Anthony. Et donc dans l'heure qui vient, on va avoir une présentation donc, par Vanessa Coulet, Émilie Blore, Benjamin Claens et Véronique Werner, donc, qui sont de gauche à droite à côté de moi. Une présentation donc, générale du Madirel, puis une présentation d'un des axes thématiques du laboratoire, matériaux poreux et poudre, également des plateformes de caractérisation. Et ensuite, on verra donc quelques exemples de cas d'application industrielle et de cas d'études. Nous sommes également accompagnés par nos partenaires de la CISAM, donc la Cité de l'innovation et des savoirs d'Aix-Marseille. Et donc, c'est Johan Martinetto qui nous présentera les rôles et les missions de la CISAM et avec un point plus particulier donc, sur les modalités de collaboration entre laboratoires et entreprises. Et à l'issue de cette heure de présentation, on gardera un temps, une séance donc de questions-réponses pour que vous ayez l'occasion de poser vos questions et nous y répondrons avec plaisir. Donc, avant de commencer le webinaire et avant de laisser la parole, juste quelques mots habituels. Je vous remercie par avance durant les présentations donc, qui vont s'enchaîner de couper micro et caméra. Comme je viens de le dire, on gardera un temps d'échange spécifique en fin de webinaire pour répondre aux questions. Surtout, pendant les présentations, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat au fur et à mesure. On les relaiera et on vous laissera la parole à la fin du webinaire pour poser ces questions. Dernier mot, c'est pour dire que si tout le monde est d'accord, le webinaire sera enregistré et un replay sera disponible d'ici quelques jours que nous vous enverrons. Je vais laisser la parole à Vanessa Coulet
qui va nous présenter le Madirel. Vanessa, c'est à vous. Merci Stéphane. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier Novachim de nous accueillir aujourd'hui dans leurs locaux et plus particulièrement Florence Russo qui a été investigatrice de ce séminaire. Donc merci à vous et merci également aux participants à cette conférence d'être là pour nous écouter aujourd'hui. Donc comme Stéphane l'a brièvement présenté, le laboratoire Madirel est une unité mixte de recherche entre donc le CNRS et Aix-Marseille Université. Ce laboratoire est dirigé par Michael Anthony. Vous pouvez trouver ses coordonnées sur ce transparent. Je vais commencer par vous décrire le laboratoire dans sa structure fonctionnelle. Donc, nous avons un directeur et une responsable administrative. Le laboratoire est ensuite divisé en 2 axes thématiques. Le premier concerne les matériaux poreux et les poudres. Le second, les membranes, les revêtements et les dispersions. À côté en parallèle de ces axes thématiques, nous avons un pôle de soutien à la recherche et 2 plateformes ou plateaux technologiques. Le premier que nous appelons CTC pour la caractérisation texturale et la calorimétrie, et la seconde plateforme qui est une plateforme dédiée à la diffraction des rayons X. Les 2 axes thématiques, en quelques mots, donc le premier est centré autour des matériaux poreux et des poudres. Nous rassemblons dans cet axe des spécialistes de l'élaboration de matériaux divisés. Je reviendrai plus tard sur la définition de ce que nous appelons des matériaux divisés. Nous caractérisons ces matériaux d'un point de vue de leur texture et de leur structure. Et enfin, nous sommes reconnus comme des spécialistes dans tout ce qui va concerner la thermodynamique de l'absorption. Nos objectifs scientifiques dans cet axe sont de comprendre les interactions entre la surface des matériaux divisés et le milieu dans lequel ils se trouvent, ce milieu pouvant être liquide ou gazeux. D'autre part, nous évaluons aussi la stabilité de ces matériaux ainsi que leur réactivité vis-à-vis de l'environnement. Le second axe thématique concerne donc des recherches centrées autour des membranes, des revêtements et des dispersions. Les chercheurs de cet axe sont des spécialistes de l'étude des phénomènes aux interfaces, cette fois-ci liquide-liquide ou liquide-solide. Et nous avons aussi quelques collègues spécialistes dans les techniques électrochimiques en solution et à l'état solide. Les objectifs scientifiques de cet axe seront d'améliorer les propriétés de membranes et de matériaux d'électrode, par exemple les piles à combustible, les microbatteries ou même des applications dans l'électrocatalyse, élaborer des revêtements stables, c'est-à-dire anti-corrosion ou biocompatibles, et maîtriser la stabilité des dispersions avec des applications notamment en climatologie. Les domaines d'application des recherches réalisées au Madirel se centrent sur 4 axes. Le premier, l'énergie, puisque nous travaillons sur des problématiques de séparation de gaz, de stockage de gaz pour la production d'énergie, hydrogène par exemple, les piles à combustible, la corrosion, mais aussi autour de l'environnement. Donc je ne vais pas tout citer, vous pourrez lire le détail et vous retrouverez les transparents plus tard. Bref, nous sommes au cœur des problématiques actuelles autour de l'énergie, l'environnement, la santé et aussi le patrimoine. Je reviens brièvement sur notre organigramme pour expliciter aujourd'hui autour de ce que nous allons vous décrire plus en détail, à savoir les compétences et thématiques abordées dans l'axe 1 et les plateformes. Donc cet axe 1, poudre, matériaux poreux et poudre, que j'anime. Donc moi je suis directrice de recherche au CNRS, vous pourrez me contacter si besoin. Avant de rentrer dans les détails de nos compétences, je veux juste prendre le temps de définir 2 mots qui sont au centre de toutes nos études. Le premier est l'adsorption. Qu'est-ce que le phénomène d'adsorption? Eh bien, l'adsorption, c'est un phénomène de surface par lequel des atomes ou des ions ou des molécules, que l'on appellera adsorbats dans notre jargon, s'accumulent au voisinage d'une interface entre 2 milieux. Ici, par exemple, des atomes qui dans un milieu gazeux qui s'accumulent à une interface
entre un milieu gazeux et un milieu solide. Vous voyez, les atomes restent sur la surface et seront liés par des interactions faibles, type Van der Waals, force de dispersion. Ce phénomène d'adsorption est à distinguer du phénomène d'absorption avec un B, où cette fois-ci, les atomes, ions ou molécules vont pouvoir pénétrer dans le second milieu. Excusez-moi, voilà. L'interface ici est solide gazeux, mais elle pourrait être aussi solide liquide, solide solide, solide gaz ou fluide fluide. Ainsi, l'adsorption est un phénomène de surface, donc ce qui va être important, c'est d'avoir des matériaux qui ont beaucoup de surface. Comment faire pour avoir beaucoup de surface? Eh bien, on a deux options. Soit on va fabriquer des matériaux pulvérulents, c'est-à-dire des couches, des poudres. Autrement dit, si on prend ce cube et qu'on le coupe en tranches, on peut voir qu'on augmente sa surface sur chaque tranche. Puis si chaque tranche, on la coupe en bâtonnets, encore une fois, on augmente sa surface. Puis on coupe chaque bâtonnet en petits cubes. Et là, on a réalisé, optimisé la surface accessible. Une autre façon d'augmenter la surface d'un matériau est tout simplement de le trouer. Ce n'est pas forcément si simple, mais bon. Donc, on augmente sa surface. Ici, le cube, on commence à faire un trou. On a augmenté la surface à l'intérieur et puis on fait de plus en plus de trous. Ainsi, nos matériaux seront soit d'intérêt des poudres, soit des matériaux poreux. Les compétences de l'axe 1 peuvent être divisées donc en trois pôles. Le premier concerne la synthèse et l'élaboration. Donc, nous regroupons des spécialistes de synthèse solvothermale, hydrothermale haute pression, synthèse sol-gel et aussi mécanosynthèse et mécanobroyage. Je vais prendre le temps de vous expliquer une de ces méthodes, à savoir la mécanosynthèse et le mécanobroyage. Et plus précisément, je vais l'illustrer par les carburants pour les fusées. Donc, ce sont des travaux qui ont été réalisés en collaboration avec la DGA dans le cadre d'une ANR. Donc, le but là était de préparer des nanopoudres d'aluminium en utilisant un procédé a priori facilement extrapolable dans l'industrie, c'est-à-dire le broyage haute énergie. Donc, nous sommes équipés au laboratoire de plusieurs broyeurs. Ici, un broyeur varioplanétaire. Donc, broyer, ça consiste tout simplement à mélanger un bol et des billes, dans un bol, des billes et une poudre, puis on fait tourner les bols sur eux-mêmes, le tout tournant sur un plateau. Nous avons réussi, en partant d'une poudre d'aluminium très grossière, à fabriquer des nanopétales très réactifs. Donc, ce sont des objets qui vont être nanométriques dans leur épaisseur. Vous voyez ici une quarantaine de nanomètres. Et en collaboration avec l'ONERA, nous avons formulé ces nanopoudres dans des propergols solides de type PBHT et nous avons pu les introduire dans des moteurs, des répliques de moteurs Ariane O1 500e et ainsi réaliser des tests moteurs. Donc, je vais vous mettre un petit film. Je le vois. Je vois plus. Vanessa, si tu veux. Oui, volontiers. Je ne vois plus le... Hop. Donc, nous avons pu les formuler et réaliser un test en propulsion avec l'ONERA qui a été concluant. J'en viens au deuxième volet de compétences de cet axe 1 qui concerne les développements instrumentaux. Donc, le laboratoire est connu pour développer des montages spécifiques et uniques, donc autour de l'adsorption sous pression mécanique et sous flux, des manips couplées d'adsorption de gaz et de microcalorimétrie, des manips couplées d'adsorption et de spectrométrie de masse, ou encore nous couplons la diffraction des rayons X à l'adsorption ou la spectroscopie des rayons X à la calorimétrie différentielle à balayage. Tout cela, pourquoi? Pourquoi nous synthétisons? Pourquoi nous développons des instruments? Bien, tout ça afin d'étudier des propriétés de ces matériaux dans le but de viser des applications spécifiques. Donc, typiquement, les propriétés que nous regardons sont les propriétés d'adsorption pour la capture, le stockage et la séparation de gaz. Donc, mon collègue Benjamin Clessens vous parlera vous décrira quelques exemples sur ce sujet. Nous travaillons sur l'adsorption liquide pour la purification et la détection.
Nous étudions le transport dans les matériaux poreux. Ma collègue Véronique Werner vous décrira nos activités dans ce domaine. Et nous travaillons également sur la stabilité des matériaux divisés en conditions extrêmes. Voilà pour ce qui était de la description générale de l'axe matériaux poreux et poudre. Je vais brièvement continuer sur la description de la plateforme diffraction des rayons X dont je suis responsable scientifique. Donc, cette plateforme dispose de 2 diffractomètres, dont un très récent acheté en 2024 dans le cadre du CPER. Nous avons donc accès, grâce à la diffraction des rayons X, à la structure des matériaux et nous pouvons analyser des échantillons à peu près sous toutes les formes, couches minces, poudre, des mesures en réflexion, en transmission ou des mesures en PDF, donc pour Pair Distribution Function, qui sont des mesures dédiées à l'étude des matériaux désordonnés. Nous sommes équipés depuis peu de chambres non ambiantes pour des mesures in situ. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous pouvons donc travailler de moins 190 degrés Celsius à 1200 degrés Celsius sous à peu près toutes les atmosphères qu'on veut, sous vide, sous flux de gaz neutre, sous flux de gaz réactif, et ainsi étudier l'évolution de la structure de nos matériaux de façon complémentaire, soit à l'absorption de gaz, soit à la thermoporométrie, autre méthode pour étudier les réseaux poreux. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Émilie Blore qui va vous parler de la plateforme caractérisation texturale et calorimétrie. Merci Vanessa. J'espère que vous m'entendez tous. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Émilie Blore, ingénieure de recherche au CNRS et je suis responsable scientifique et technique de la plateforme caractérisation texturale et calorimétrie du laboratoire Madirel. Donc, la plateforme CTC est divisée en 2 parties. La première partie concerne la caractérisation. On va y arriver. Non, je ne touche plus la souris. Pardon, c'est technique, excusez-moi. Donc la première partie concerne la caractérisation texturale des poudres et matériaux poreux. Donc on va pouvoir, comme je viens de le citer, caractériser la texture de nos matériaux. Donc nous, en termes de texture, on parle de surface spécifique, de taille de pore, de volume poreux. On va pouvoir également déterminer la taille des particules en utilisant la diffusion dynamique de la lumière, évaluer la stabilité thermique des matériaux ou des poudres, c'est-à-dire déterminer leur température de dégradation ou température de changement de phase, et également évaluer la stabilité vis-à-vis de l'humidité, donc déterminer l'hydrophobicité ou l'hydrophilicité du matériau. Et également étudier celui-ci s'il se dégrade en présence d'eau en effectuant des cycles d'absorption et de désorption de vapeur d'eau. Et on peut également tester ces dégradations ou non vis-à-vis d'autres solvants tels que les alcools, les alcanes, etc. Donc, les propriétés texturales sont un peu le cœur du laboratoire. Donc, quelle méthode on va pouvoir utiliser pour caractériser des matériaux qui ont des tailles de pore du nanomètre au millimètre. Donc, on est équipé pour caractériser toute cette large gamme de pores. Donc, il existe différentes techniques. L'absorption de diazote à 77 Kelvin, qui est la plus connue, mais également au laboratoire, on est équipé pour faire de la microcalorimétrie d'absorption, la thermoporométrie, la poromésimétrie au mercure et la microcalorimétrie d'immersion. Parmi toutes ces techniques, les 2 plus rencontrées dans la littérature et les plus utilisées, et au laboratoire, nous sommes équipés de ces appareils, concerne l'absorption de diazote à 77 Kelvin et la porosimétrie au mercure qui permet de balayer la large gamme de pores. Donc ça, c'est pour la première partie de la plateforme concernant la caractérisation des matériaux. La deuxième partie concerne un peu plus spécifiquement l'étude de l'absorption couplée à la calorimétrie. Donc là, c'est des équipements développés au sein du laboratoire
qui permettent l'évaluation des propriétés en vue des applications potentielles donc des matériaux, de comprendre les phénomènes thermodynamiques. Donc, comme je viens de le dire, on développe des outils expérimentaux spécifiques aux matériaux et aux paramètres ou mécanismes à observer. Donc là, vous avez listé un peu les différents appareils que nous avons. Et Benjamin reviendra plus en détail sur cette thématique concernant l'absorption. Et pour cela, donc, nous avons mis en place une démarche en 3 étapes. Donc la première concerne le criblage, donc, qui permet la découverte et la recherche de nouveaux adsorbants. Donc on va faire des isothermes d'absorption rapide. Une fois les meilleurs candidats sélectionnés, on va passer à une étape d'évaluation. Donc là, on va optimiser les adsorbants. Donc on va faire de l'absorption couplée à la calorimétrie ou de la gravimétrie d'absorption. Et enfin, une phase de test qui va être soit de la coabsorption ou de l'essai sur pilote. Et donc, vous pouvez voir avec cette démarche, donc on va gagner en précision de l'information tout en diminuant le nombre d'échantillons. Donc voilà ce qu'on peut faire sur la plateforme caractérisation texturale et calorimétrie du laboratoire. Et maintenant, je vais vous laisser la parole à Benjamin qui va rentrer plus en détail dans tout ce qui va être propriété d'absorption de gaz. Alors, merci Émilie. Ah oui, j'arrive à changer les diapos. Donc moi, je m'appelle Benjamin Claessens, donc je suis enseignant-chercheur à AMU. Et donc voilà, la recherche que je vais vous présenter, on fait aussi beaucoup en collaboration avec Sandrine Bourreilly, qui est également enseignante-chercheuse à Aix-Marseille Université, mais qui n'est pas présente. Et donc je vais vous parler un peu de l'utilisation des matériaux poreux pour le stockage et la séparation de gaz. Donc, comme elle a déjà introduit, ma collègue Émilie Bloch et Vanessa aussi, c'est que les matériaux poreux qu'on utilise ou qu'on étudie, nous, ils ont un peu le comportement comme une éponge, comme l'éponge qu'on utilise pour faire la vaisselle. C'est-à-dire que si on va le mettre sous l'eau, par exemple, il va prendre l'eau, et ensuite on peut l'essorer pour enlever l'eau qui est captée dans les pores de notre matériau. Et donc, nous, on étudie les mêmes phénomènes, mais pour le captage des molécules de gaz. Donc, dans notre laboratoire, on est équipé, donc on a pas mal d'appareils commerciaux qui nous permettent d'étudier l'absorption de gaz sous des différentes conditions, donc des vapeurs à des pressions, à des basses pressions, à des différentes gammes de température, des gaz permanents à basse pression ou pour des applications haute pression comme le stockage du gaz. Comme elle a déjà introduit ma collègue Émilie aussi, on a différents montages qui ont été développés au laboratoire pour des applications spécifiques. Donc par exemple ici, vous voyez un de nos montages qui permet de faire un criblage des différents matériaux pour des applications d'absorption. Et à part de ça, on a aussi des outils numériques qui, à partir des paramètres que nous on mesure au laboratoire, d'avoir de l'information sur le coût énergétique d'un procédé de séparation ou la pureté qu'on peut obtenir avec les matériaux qu'on étudie. Donc ça vous donne une idée de type de mesure et des outils numériques qu'on a au laboratoire. Donc pour vous montrer quelques exemples concrets des applications qu'on a regardées là récemment et dans le passé, je vais en vous présenter 3. Donc quelles applications qu'on peut trouver pour l'absorption de gaz dans le pratique? Comme j'ai déjà brièvement dit, on peut utiliser ce type de matériau comme stockage, donc comme réservoir de gaz. Ce qui est intéressant pour, par exemple, des vecteurs d'énergie comme le méthane et l'hydrogène. Pourquoi? Là, par exemple, vous voyez l'évolution du stockage de méthane pour des applications de transportation. Donc là, vous voyez les voitures de 1910 ou 1930. J'aimerais pas trop conduire avec, surtout pas à Marseille. Donc voilà, tout d'abord, il y a l'aspect sécurité. Il faut qu'on soit capable de stocker le gaz de manière sécure. Et ensuite, vous voyez, même avec les nouveaux modèles, la technologie récente, si on utilise le gaz, le méthane par exemple comme carburant, ça prend quand même beaucoup de place dans le coffre.
Donc finalement, on a ces questions de sécurité, mais aussi ces questions de volume, de combien de gaz est-ce qu'on peut stocker dans un certain volume, et est-ce qu'on peut diminuer le volume de stockage. Et donc là, par exemple, il y a quelques années, on a étudié un matériau. Donc là, ici, vous voyez la quantité de gaz stocké en fonction de la pression. Donc le matériau qui est en bleu, c'est le comportement typique pour des matériaux poreux, c'est-à-dire si on va augmenter la pression, ben on va de plus en plus stocker du gaz. Et là, ce matériau que vous voyez ici en vert, en fait, il avait un comportement très spécifique, c'est-à-dire on ne pouvait pas trop stocker de gaz jusqu'à une certaine pression externe. Et là, tout d'un coup, le matériau allait prendre beaucoup plus de méthane. Et donc ça c'est très intéressant d'un point de vue pratique, parce que ça veut dire qu'on peut le charger à une pression donc un peu plus que 20 bars, et si on va diminuer la pression, ben on peut relâcher presque tout le gaz qui est stocké dans le matériau, alors qu'avec le matériau bleu, vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué de enlever tout le gaz qui a été capté ou stocké dans le matériau. Donc ça, c'était lié aux propriétés spécifiques du matériau, c'est-à-dire que le matériau il va gonfler au moment qu'on va injecter le méthane. Et donc là, comme ma collègue Émilie a aussi parlé du calorimétrie, donc en fait, ce qui se passe dans ce matériau, c'est si on va les charger avec du gaz, ça va relâcher une certaine chaleur. Et ce chaleur, il faut l'évacuer pendant le procédé, ce qui est compliqué. Et donc le matériau qui gonfle, en fait, il va prendre, donc, parce qu'il gonfle, il va absorber une partie du chaleur qui est relâchée, qui était aussi plutôt pas mal. Donc ça vous donne une idée de ce qu'on a fait au niveau de stockage de gaz. Donc, on peut utiliser les matériaux comme réservoir, donc comme réservoir pour stocker des gaz. On peut les utiliser pour séparer des gaz, donc dans la production de gaz, donc par exemple la production d'oxygène, qui est un exemple classique. Il y a la production du biométhane, donc du biogaz, ou la production d'hydrogène, qui est donc un des procédés industriels aussi. Donc là, récemment, donc, dans le cadre d'un ANR, donc un projet de recherche collaboratif, par exemple, on a regardé la séparation de molécules, donc de propane et propylène. Donc le propylène qui est un des molécules, enfin un des gaz le plus important pour produire le polypropylène, qui est un des plastiques le plus important. Donc cette séparation, ça se fait à l'échelle industrielle, donc avec un procédé de distillation qui n'est pas du tout évident, c'est-à-dire que ça se passe à des températures très très faibles, à des pressions très élevées, et avec beaucoup d'étapes. Donc les tours de distillation, ils sont énormes en fait. Et c'est parce que la température d'ébullition des deux gaz et la taille des deux gaz est très très proche. Et donc là, par exemple, on a regardé, donc on a essayé de jouer sur deux mécanismes de séparation. Et donc, pour vous expliquer ça, je vais vous dire que j'ai pas mal déménagé là ces dernières années. Et en fait, chez nous, on avait un petit chat. Et donc, quand on était en train de remplir des boîtes à carton, en fait, on s'est rendu compte que le chat se mettait toujours dans les cartons. Alors, pourquoi les chats aiment bien se mettre dans les boîtes à carton? C'est parce que si le boîte à carton a à peu près leur taille, ça leur fait un petit espace chaleureux. Et donc, les molécules de gaz, en fait, ça marche pareil. Ils vont se mettre dans les pores de notre matériau. Et si le pore convient plus ou moins aux molécules, ça nous donne une sélectivité pour un certain gaz. Donc, on peut jouer sur cette sélectivité-là. Mais donc pareil, de temps en temps, les pores, ils sont pas assez grands pour que le molécule puisse y rentrer. Donc il va essayer, mais il va pas y arriver, ou il y arrive à moitié. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une sélectivité cinétique. Donc, il y a ces deux mécanismes de sélectivité. Et donc, dans ce cadre de cet ANR, donc on a collaboré avec le laboratoire ISM2 à Mulhouse, qui a préparé des matériaux poreux. On a pu classer les matériaux qu'eux, ils ont préparés sur leur sélectivité à l'équilibre et leur sélectivité cinétique. Donc, là, par exemple, les matériaux que vous voyez ici indiqués en rouge sont des matériaux qui ont été développés pendant ce projet de recherche.
Donc, je vous ai parlé donc, des applications de stockage, des applications de séparation pour la production de gaz. Il y a aussi l'application des matériaux poreux comme piège, c'est-à-dire pour dépolluer des flux de gaz. Et là, voilà, récemment, le captage du CO2 a pas mal, donc il y a pas mal d'intérêt sur ça. Donc oui, pourquoi le captage du CO2? Ben, en fait, c'est parce que c'est le moteur derrière l'échauffement climatique. Et donc, voilà, pour diminuer ces effets-là, c'est clair qu'on doit soit enlever le CO2 des flux de gaz industriels ou transportation, et aussi enlever le CO2 qui est présent actuellement dans l'atmosphère. Et donc, dans ce cadre-là, dans cette thématique-là, nous, on travaille sur la mise en forme des matériaux poreux, c'est-à-dire que les matériaux qu'on étudie, ils sont préparés sous forme de poudre. Et donc, sous ce forme-là, ils ne sont pas utilisables dans des procédés industriels, c'est-à-dire ça donne une certaine perte de charge sur le réacteur, ça bloque les tuyaux et tout. Donc, on utilise dans des applications des billes ou des extrudés, soit des monolithes, donc c'est-à-dire des grands blocs où le gaz passe à travers des canaux. Et donc là, récemment, donc les dernières années, il y a l'impression 3D qui est venue comme une nouvelle technique qui permet d'avoir plus de liberté au niveau de géométrie qu'on peut s'imaginer à préparer pour mettre dans un contacteur d'absorption. Et donc là, dans quelques projets de recherche, on s'est mis à étudier ces formes-là. Voilà, donc là, je vais passer la parole à ma collègue Véronique Werner qui va vous parler de l'absorption en mode dynamique. Merci Benjamin. Donc Benjamin vous a présenté les méthodes donc, en phase gazeuse. Donc j'aimerais juste préciser que nous pouvons faire les mêmes études en phase liquide, donc pas des cinétiques, des isothermes d'absorption en phase liquide. Nous avons des chromatographies liquides au laboratoire Madirel et nous pouvons aussi faire de la calorimétrie en phase liquide. Alors, une fois qu'on a sélectionné le bon matériau et qu'on va aller vers les procédés industriels, il faut étudier le transport dans les matériaux poreux. Donc, Benjamin vous a parlé des méthodes statiques, mais une fois qu'on a le bon matériau, il faut passer en mode dynamique. Donc, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc là, je vous ai représenté une colonne, par exemple, avec un matériau poreux donc, qui a été mis en forme. Donc, on va envoyer à l'aide d'une pompe, par exemple, le flux à travers cette colonne. Et en sortie de colonne, on va avoir un détecteur qui dépend de la molécule qu'on va analyser. Alors, comment les molécules vont être transportées à travers ce milieu poreux? Donc ici, par exemple, je vais représenter des billes sphériques. Donc, les molécules vont se déplacer par convection autour des particules et par diffusion si le débit n'est pas trop élevé. Et à l'intérieur des particules, les molécules vont se déplacer uniquement par diffusion. Donc c'est la loi de Fick à cause du gradient de concentration qui existe entre l'extérieur de la particule et l'intérieur de la particule. Donc le transport dans les matériaux poreux va dépendre essentiellement, va être limité par les phénomènes de diffusion. Donc la diffusion, elle dépend à la fois des propriétés des matériaux, donc comme l'a présenté Émilie, on peut déterminer, ça dépend de la porosité des matériaux qu'on peut obtenir par des techniques expérimentales, ça dépend également de la taille des pores, mais ça dépend aussi de la tortuosité du matériau. Donc la tortuosité, en fait, ça reflète la complexité du matériau poreux. Donc là, vous pouvez imaginer facilement que si vous avez une route bien droite, vous allez aller beaucoup plus vite que si vous êtes sur une petite route de montagne tortueuse, sinueuse. Là, vous allez vous déplacer moins vite. Et bien, pour les molécules, ça va être la même chose. Ensuite, la diffusion dépend aussi des phénomènes d'adsorption, c'est-à-dire des interactions entre les molécules et la surface des pores. Donc les applications sont nombreuses en catalyse, en séparation et en adsorption. Donc pour illustrer un peu la diffusion dans les matériaux poreux, donc là je vous ai représenté un matériau poreux avec des pores plus ou moins tortueux, plus ou moins larges, et deux molécules ici, une petite molécule et une grosse molécule qui vont aller se déplacer dans ce matériau poreux. Donc la petite molécule va prendre un chemin, l'autre molécule va prendre un autre chemin, et donc les temps pour traverser ce milieu poreux vont être différents. Donc au laboratoire Madirel, nous avons développé des modèles pour décrire l'influence de la morphologie, de la topologie, de la porosité et de l'adsorption sur les propriétés de transport avec un minimum de paramètres ajustables. Donc à l'échelle du laboratoire, ce qu'on fait en général avant de passer à l'échelle industrielle, on fait ce qu'on appelle des courbes de percée. Donc ici, on a notre colonne avec notre matériau poreux. En entrée, on va envoyer une certaine concentration de notre molécule, soit en phase liquide, soit en phase gaz. Et en sortie, on va mesurer la concentration en fonction du temps T. Donc ici, on représente la courbe de percée. Donc c'est la concentration en sortie de colonne divisée par la concentration en entrée en fonction du temps.
Donc au départ, on voit qu'on ne mesure rien. Ça veut dire qu'en sortie de colonne, il n'y a rien. Si c'est un gaz, ce sera un gaz purifié. Si ça sera un liquide, le liquide sera purifié. Donc en fait, la molécule va saturer le matériau poreux et on aura en entrée de colonne, ici, on va avoir un front d'absorption. Plus on va charger notre colonne en polluant, plus la molécule va se déplacer, va saturer notre colonne. Et puis au bout d'un moment, la molécule va commencer à être détectée en sortie de colonne. Donc c'est ce qu'on appelle le temps de claquage ou le temps de percée qui correspond à peu près à 10% de la concentration initiale. Ensuite, la molécule, elle va sortir en prenant plus ou moins de temps jusqu'à saturer complètement la colonne. Et on trouvera en sortie de colonne ce qu'on a injecté en entrée. Donc ça, c'est la saturation. Donc après, l'allure de cette courbe, ça dépend des paramètres cinétiques d'absorption. On peut avoir des fronts très raides si le transport est très rapide, et on peut avoir un front beaucoup plus dispersé si la cinétique est beaucoup plus lente. Quand on intègre la courbe ici en violet, on peut déterminer la quantité adsorbée, et cette quantité adsorbée peut être directement comparée après aux isothermes d'absorption, et normalement, la quantité adsorbée est égale à la quantité adsorbée qu'on peut avoir quand on fait des expériences en mode statique. Donc les applications, on peut travailler en absorption en flux dynamique pour séparer, purifier des liquides, des gaz ou des vapeurs. On peut faire des cycles d'absorption et de désorption pour voir si nos matériaux sont régénérables. On peut également étudier l'influence de la température et de la compétition avec l'eau ou d'autres molécules comme le CO2. Donc on a plusieurs montages pour faire des courbes de percée au laboratoire Madirel. Donc par exemple, il y a un montage avec un GCFID comme détecteur pour séparer le propane et le propène, comme nous a parlé Benjamin. Nous avons aussi des montages pour travailler sur l'absorption de composés organiques volatiles. On peut travailler avec des composés qui ont même des pressions de vapeur saturantes assez faibles et grâce au spectromètre de masse en ligne. Et le spectromètre de masse en ligne permet de suivre plusieurs masses différentes, plusieurs composés différents, sans avoir besoin de les séparer sur une GC, ce qui nous permet d'avoir des mesures vraiment toutes les 40 secondes, donc vraiment d'avoir une courbe de percée très précise. Une fois qu'on a notre courbe de percée, on peut la modéliser. Donc ici, à nouveau, je vous ai représenté la colonne avec le matériau poreux, avec les molécules qui peuvent rentrer par diffusion à l'intérieur du matériau poreux. Donc quand on fait une courbe de percée, on utilise des méthodes numériques. On est obligé de faire des simplifications parce qu'il y a pas mal de paramètres ajustables. Et donc, avec ces modèles-là, on peut obtenir un coefficient de diffusion effective global dans le matériau poreux. Si on va aller un peu plus en profondeur et comprendre vraiment bien les mécanismes de transport dans les matériaux poreux, donc là je vous ai représenté un pore. Les molécules vont rentrer dedans, elles vont pouvoir diffuser dans la porosité ou à la surface du matériau poreux. À ce moment-là, on peut utiliser une méthode de pulse. Donc, au lieu d'injecter la molécule en continu, on va injecter une toute petite quantité et en sortie, on va obtenir ce type de courbe. Et à partir du temps de rétention et de l'élargissement du pic, on peut remonter au coefficient de diffusion. Donc on peut, avec ces modèles-là, remonter à la diffusion dans le pore et déterminer les coefficients de tortuosité. Donc c'est ce que nous avons fait, que nous avons comparé à des mesures électriques de tortuosité. Nous avons obtenu des résultats comparables et nous pouvons également remonter jusqu'à la diffusion de surface. Donc tous ces phénomènes de diffusion sont très importants dans beaucoup de procédés industriels et c'est pour ça que nous avons eu des contrats avec des industriels comme Total Energy, l'IFPEN, Saint-Gobain. Et nous avons participé à 3 ANR sur le transport dans les matériaux poreux et encadré 4 thèses, qui a donné aussi lieu à plusieurs publications dans des revues scientifiques. Alors pour résumer, vous l'aurez compris, au laboratoire Madirel, nous avons des experts et les équipements nécessaires pour travailler dans différents domaines, donc sur la synthèse et la mise en forme des matériaux poreux. Donc là, avec les méthodes de synthèse sol-gel, synthèse haute pression, le broyage, l'impression 3D. Nous avons tous les équipements également pour caractériser les matériaux poreux. Donc, nous pouvons déterminer la taille des pores, la porosité, les surfaces spécifiques, la stabilité thermique. Et nous avons également une plateforme avec un DRX. Nous pouvons travailler sur l'absorption en phase gazeuse et liquide, donc en mode statique, pour avoir les cinétiques et les isothermes d'absorption, et la calorimétrie qui nous donne les énergies d'interaction entre les molécules et le matériau poreux. Une fois qu'on a le bon matériau qui a les bonnes performances, on va aller plus loin, on va le mettre en forme pour étudier ses propriétés de transport dans les matériaux poreux. Et grâce au modèle que nous avons développé, nous pouvons déterminer des coefficients de diffusion. Donc je vous remercie pour votre attention et je vais passer la main à Yvan. Merci beaucoup. Hop.
que ça a marché. Je sais pas. C'est au milieu. Ah, c'est mieux. Ouais. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. C'est vrai que les sujets que vous avez abordés sont vraiment intéressants et vraiment, je pense que c'est des besoins qui sont. Il y a des besoins en innovation sur ces sujets et notamment en vue de la décarbonation et de tous ces sujets-là qui sont importants dans notre région, principalement au vu des projets qu'on peut avoir sur Fos et autres. À présent, moi, je ne veux pas vous parler de chimie. C'était super intéressant. D'ailleurs, en tant que ancien de la chimie, ça me fait plaisir de parler de chimie. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment on travaille, comment on collabore entre une entreprise, en tout cas le monde socio-économique, et la recherche universitaire. Pour me présenter très rapidement, donc je suis Yoann Martinetto, je suis chargé d'affaires et du développement partenarial au sein de Aix-Marseille Université et plus précisément au sein de la CISAM, de la Cité de l'innovation et des savoirs d'Aix-Marseille. Et mon rôle, c'est de créer du lien le plus possible, créer des collaborations entre le monde socio-économique donc, et l'ensemble des laboratoires d'Amidex. Et donc les laboratoires d'Amidex, ce sont tous les laboratoires qui sont sur le territoire de la métropole, que ce soit AMU, CNRS, INSERM, CEA, IRD, Centrale Marseille, Sciences Po et APHM. Et donc du coup, il existe vraiment énormément de possibilités de collaboration entre donc des chercheurs et un acteur industriel. Et en fait, ça peut aller de quelque chose de très simple qui est de créer un stage avec un étudiant de l'université en partenariat avec le laboratoire et l'entreprise, une alternance. On peut également aller sur des projets de recherche bien plus poussés en créant des thèses CIFRE. Donc des thèses CIFRE, ce sont des thèses qui sont triparties entre un étudiant doctorant, une entreprise et l'université. Et également des projets tutorés qui permettent de travailler de défricher un sujet avec des étudiants. Donc là, c'est pour la partie en collaboration avec donc un étudiant, mais des collaborations, ça peut aussi se faire en direct avec le laboratoire. Donc en fonction des besoins, les laboratoires peuvent vous apporter une expertise. On peut également faire des prestations de services au sein des plateformes et également des collaborations de recherche et des chaires industrielles et même des laboratoires communs. En fait, il existe vraiment beaucoup de possibilités en fonction de la taille des projets que vous souhaitez, que vous souhaitez aborder. Pour faciliter votre recherche, Aix-Marseille Université, comme vous le savez sûrement, c'est immense. C'est 113 laboratoires de recherche, c'est 4500 chercheurs et énormément de sujets de recherche traités. Donc aujourd'hui, on a eu une description super pointue et poussée du matériel, donc c'était vraiment parfait. Mais on a créé 2 moteurs de recherche qui vous permettent d'avoir de rechercher par vous-même avec des mots-clés des laboratoires, des expertises qu'on a dans les laboratoires. Et donc on a donc 2 sites internet qui est donc Sésame qui cartographie l'ensemble des laboratoires de recherche d'Amidex et le site des plateformes qui est un site qui recense l'ensemble des plateformes technologiques qui permettent de faire de la prestation sur les équipements qu'on a sur le territoire. Moi, je ne vais pas être plus... Ah si, ça, pardon, j'ai oublié. Donc, les sites internet, c'est super si vous voulez de vous-même aller récupérer des informations, mais au sein de mon équipe, avec mon alternante, nous avons fait un peu le travail pour vous. On a récupéré les thématiques qui sont abordées autour de la chimie et des matériaux, donc plutôt autour de Novachim, et on a listé l'ensemble des laboratoires et des équipes de recherche qui sont dans ces laboratoires qui peuvent répondre à vos besoins. Donc voilà, ce slide sera à votre disposition et je crois même que lorsque l'on clique sur c'est même sûr, lorsque l'on clique sur les bulles, le site internet s'ouvre automatiquement. Voilà, donc bon, ça c'est ma fiche contact. N'hésitez pas à me contacter pour être mis en relation avec l'ensemble des laboratoires, donc du coup qui sont sur Aix-Marseille Université, et également pour les plateformes et le matériel. Je serai bien sûr là pour vous
pour vous aider, vous aiguiller et pour qu'on puisse créer une collaboration qui est efficace entre du coup vos structures et l'université. Merci, merci Johan. Tout d'abord, je voulais vous remercier tous les 5. Oui, je sais pas. Tous les 5. Pour la clarté et la précision de votre présentation. Et surtout dans un timing qui a été respecté. Et ça, je sais que c'est pas facile. Et c'est super. Les présentations, elles étaient à la fois précises, claires et dans un temps qui est un exercice pas facile, qui est un temps court. Donc, c'est très bien tout ça parce que ça va nous laisser le temps un temps d'échange donc avec les participants. Sur des questions qui peuvent vous être posées à la fois pour avoir un petit peu plus d'informations, des questions techniques, scientifiques sur ce que vous faites ou sur des sujets particuliers qui peuvent intéresser nos participants, mais aussi des questions autour on a parlé de partenariats que vous aviez, donc des questions autour de la façon dont on peut monter des collaborations, des partenariats de toutes formes avec vous, avec les labos, sur des sujets précis. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui sont posées. N'hésitez pas, donc là, je m'adresse aux participants, à lever la main si vous avez des questions à poser à la fois donc, au laboratoire et aussi donc, à Johan pour la CISAM en matière de collaboration laboratoire-entreprise. Moi j'ai une première question qui me vient. C'est j'ai vu donc en fin de présentation vous avez parlé donc de plusieurs partenariats avec plutôt des grandes entreprises. Vous avez parlé Total, IFPEM, Saint-Gobain. Enfin je peux pas tous les citer. Est-ce que vous réalisez également des partenariats avec des plus petites entreprises, des PME? Sous quelle forme? Est-ce que vous pouvez faire des prestations? Je voudrais en savoir un petit peu plus sur vos modes de collaboration de toute forme avec les entreprises de toute taille. Oui, alors je vais répondre à cette question. Alors oui, on fait tout type de partenariat qui va de la simple prestation de service à contrat de collaboration avec des industriels, voire plus après, c'est-à-dire vers un vrai projet avec un financement de thèse et tout ça. Donc, on balaye tout, que ce soit de la simple caractérisation d'un matériau. Si quelqu'un a besoin de déterminer l'air spécifique, on lui fera une isotherme d'absorption, il aura son air spécifique. S'il a besoin de déterminer tout ce qui est structure, ça partira en DRX. Après, si c'est une étude un peu plus poussée, donc là, je vais donner un exemple avec un industriel, donc, et je vais le citer, donc avec Saint-Gobain, donc c'est un des derniers projets. Ils avaient besoin de faire une étude sur une production de leurs matériaux. Donc là, on n'est pas resté à la prestation simple, on a monté un petit contrat de collaboration. Après, les contrats de collaboration, c'est des contrats qui peuvent aller de 3 mois à 2 ans. Tout dépend du besoin de l'industriel ou du partenaire même académique. Donc voilà, on est ouvert un peu à toutes les demandes. Oui, il y a plusieurs façons de travailler, puis ça peut être un moyen, des fois donc un moyen avec l'entreprise d'apprendre à travailler ensemble, c'est-à-dire que une entreprise peut venir. Je m'adresse aux participants. Faut pas hésiter à passer par Novachim, par la CISAM. On est là aussi nous pour identifier des besoins et faire la mise en relation. Mais ça peut être un sujet très précis de caractérisation ou aller plus loin, mais ça peut aussi être un projet qui se construit au fur et à mesure. Exactement. C'est aussi un moyen pour l'entreprise d'apprendre à travailler avec un laboratoire. Donc là, il y a une slide que Florence nous présente. C'est vrai que j'aime bien cette slide parce que elle illustre un petit peu que quand on parle de collaboration laboratoire-entreprise, c'est quelque chose il y a une relation des fois de confiance qui se construit et il y a vraiment beaucoup de façons de le faire. Ça peut être de projets tutorés, une simple prestation de service, des projets tutorés, des thèses ou des post-docs, jusqu'à des partenariats
on parle des laboratoires communs, des partenariats forts sur multi-projets et plus élargis dans le temps. Mais ça peut se faire au fur et à mesure, c'est ça, Oui, ça se fait au fur et à mesure. Alors, généralement, le schéma typique qu'on rencontre, c'est une simple prestation qui, après avoir fait la prestation, il y a quand même une discussion sur les résultats et tout. Et ça ouvre des opportunités en termes de... on reste plus à la simple prestation, on passe au contrat de collaboration. Et de fil en aiguille, on augmente en gros l'avancée sur le sujet avec le partenaire et je pense que c'est plaisant à la fois pour le partenaire socio-économique et pour nous en termes de recherche. Alors, je vais aller un petit peu. On a parlé des partenariats. Si les sujets ne sont pas trop confidentiels, est-ce que vous auriez un exemple, par exemple, plus précis de sujets sur lesquels vous travaillez, sur des applications? Alors, vous parlez de poudre. Alors moi, quand je pense à poudre, je me dis qu'il peut y avoir des applications dans tous les domaines, par exemple. Donc là, je vais donner un projet qui va démarrer. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas citer le nom de la société, mais c'est en collaboration avec Benjamin. Donc là, il y a une problématique sur la présence d'eau, l'effet de l'eau sur le matériau. Donc ils veulent des isothermes d'absorption de gaz, mais également voir comment réagit le matériau vis-à-vis de l'humidité. Et donc oui, et comme elle a dit Émilie, en fait ça c'est typiquement, ça s'est passé, comme elle dit, on a fait un simple prestat, en fait le partenaire voulait savoir avec les techniques qu'on a développées, qu'est-ce qu'on peut mesurer, est-ce que ça correspond à certaines techniques eux ils utilisent, mais qui n'ont pas les mêmes sensitivités. Donc ça, on a validé dans un premier temps et là, maintenant, on veut aller un peu plus loin. Donc on passe au contrat de collaboration sur... ça va être un contrat sur 6 mois. D'accord, c'est un bel exemple. Et ça peut être des sujets peut-être de dépollution. Ça peut être très varié. Après, je sais que Véronique aussi a eu des contrats avec Total sur les phénomènes de transport dans les matériaux. D'accord. Donc on est sollicité régulièrement. Et on oriente les demandes qui nous sont faites vers les spécialistes qu'on a au laboratoire qui savent vous répondre. En plus, vos présentations ont bien montré que vous étiez capable d'intervenir à tous les niveaux, c'est-à-dire identifier peut-être des nouveaux absorbants, de nouveaux matériaux, les cribler, mais après ça, ça va aller. Vous pouvez intervenir sur tout le spectre, c'est-à-dire la synthèse, la mise en forme, c'est une question que je me posais, c'est-à-dire travailler sur une mise en forme optimisée du matériau et après caractériser derrière comment il va stocker, donc stockage aussi. Moi, la question que je me posais, c'est les mécanismes d'absorption. Et je pensais à un exemple précis, comme on parle pas mal en ce moment du captage de CO2. Ces sujets. Est-ce que vous êtes capable de travailler sur des matériaux capables quelle est la sélectivité en matière de travailler sur des concentrations plus ou moins diluées, plus ou moins concentrées de CO2? Ça, vous avez des solutions assez vastes sur aussi la sélectivité. Oui, après là, alors je vais démarrer, mais je pense que Véronique et Benjamin compléteront. Sur la sélectivité, en fait, on peut faire donc des isothermes de gaz pur, et après, en fait, par des méthodes numériques, on va pouvoir calculer les sélectivités. Donc c'est ce qu'il y a de plus rapide à l'heure actuelle pour calculer un peu les sélectivités. Sinon après il faut faire des mélanges de gaz, donc analyser l'absorption de mélange de gaz et d'analyser en sortie la composition du mélange qui reste. Peut-être que Véronique elle peut en dire un peu plus. Après par exemple pour les groupes de percée, donc l'étude des mécanismes de transport dans les matériaux poreux, en fait c'est des montages maison. Ça veut dire qu'on peut adapter le montage en fonction des besoins et on peut facilement étudier la compétition avec l'eau
par exemple d'un composé organique volatile avec l'eau ou avec le CO2, parce que dans certains procédés, il peut y avoir du CO2 en même temps que l'eau et le composé. Donc comme c'est des montages maison, on peut vraiment s'adapter à toutes les situations. Et après, ce qu'il faut savoir, quand on fait une prestation de service, on peut très bien faire un rapport après scientifique sur le projet pour bien expliquer à l'industriel les résultats qu'on a obtenus, comment on les a obtenus jusqu'à l'interprétation des résultats. Et là, au niveau d'application, voilà, comme elle a déjà un peu parlé de ça, Émilie, mais donc on a les outils numériques qui permettent de... Donc là, on a fait une étude sur le captage du CO2, par exemple, qui permettent de regarder l'effet de certains paramètres de procédé sur les puretés de CO2 qui peuvent être obtenues ou l'énergie du procédé et la productivité. Voilà. Et concernant le type d'entreprise, vous travaillez avec des startups, des TPE, des grands groupes. Vous n'êtes pas réfractaire au... Non. On a récemment été contacté par des startups, donc des petites boîtes, pour alors soit des tests de faisabilité sur certaines de nos techniques d'élaboration ou de caractérisation. Donc nous, on est ouvert à tout type de prestations. Bien sûr, nous, on va préférer que ça aboutisse, comme disait Émilie, sur une collaboration, pas rester juste un cadre de prestation simple. Mais on commence dès la prestation qu'on qualifiera de sèche, la prestation un peu plus élaborée avec un rapport explicatif, donc où on transmet tout notre pays aussi, ce qui intéresse beaucoup les sociétés. Puis après, la collaboration via juste des projets de recherche ou du partage d'étudiants. Merci. Alors, je sais que... Alors, c'est pas forcément... aujourd'hui, c'est toujours difficile de poser des questions sur des projets... précis, mais si au niveau des participants il y a des questions plus générales sur scientifiques, il ne faut pas hésiter à poser vos questions et à lever la main. Moi j'avais encore une autre question, mais c'est plus scientifique, technique. C'était sur la partie stockage, la mobilité, réservoir, stockage d'hydrogène. Travailler, alors c'est l'exemple de l'hydrogène, vous travaillez, c'est savoir au niveau de l'échelle, c'est-à-dire pour arriver à des nouveaux produits de mobilité, nouveaux matériaux, mise en forme, vous partez, on voit l'exemple de la voiture avec le stockage à la fin, vous partez vraiment du matériau, d'un type de matériau, et vous pouvez aller comme ça jusqu'à un modèle de réservoir. Alors là, sur quelle échelle, c'est un exemple juste pour savoir. Dans le cas de cette étude-là, non. Donc on a vraiment regardé le matériau même donc sur des très petites quantités. Donc nous, alors pour le stockage, on n'a pas de démontage. Je sais que vous ne faites pas tout, mais par exemple une entreprise qui vient vous voir, elle va vous dire j'aimerais travailler sur ce type de produit. J'aimerais savoir quel type de matériaux existe qui pourrait avoir des propriétés. C'est quoi les questions qu'on vous pose quand on vient vous voir? Alors nous, généralement, les personnes qui viennent nous voir ont développé un matériau. Maintenant, la question peut se poser, c'est quel matériau je peux utiliser pour telle application. Donc là, on va s'orienter, soit nous, on arrive à faire un peu faire de la modélisation, voir quelles molécules interagissent le mieux avec quel matériau, ou quelle propriété de matériau on a besoin d'avoir pour, par exemple, stocker l'hydrogène. Donc ça va être plus une étape modélisation. Après, il va falloir trouver ou collaborer avec une équipe qui est capable de faire la synthèse de matériaux. Et en fait, c'est là la partie la plus dure, et dans ce que j'ai présenté un peu la démarche qu'on a mis en place, c'est-à-dire qu'au début, quand on collabore avec des gens qui développent des matériaux, qu'on leur demande quelle quantité de matériaux vous pouvez nous fournir, et qu'on nous dit 50 ou 100 mg, nous, c'est un peu limite. Et quand on leur dit qu'il nous en faut 500 mg, en face, ça fait un peu... ça raye un peu les dents. Et donc c'est pour ça qu'on a développé des montages à façon pour pouvoir travailler sur des petites quantités de gaz
pour pouvoir dire, OK, dans tout le panel d'échantillons que vous avez développé, celui-là, il est bon pour l'application. Est-ce que vous pouvez vous projeter pour le développer à plus grande échelle? Cela, ça sert à rien de continuer à travailler dessus. Et donc, ce qui fait qu'ils vont pouvoir nous fournir plus de quantité d'échantillons et nous, après, on va pouvoir augmenter donc, la précision de l'information. Et après, voilà. Si je peux intervenir, ce type de criblage, on peut le faire sur des matériaux commerciaux aussi. Donc, il y a certains types de matériaux qui sont déjà qu'on peut acheter à des très grandes quantités, mais on ne sait pas toujours s'ils marchent pour une autre application. Donc, voilà. C'est un moyen de travailler, dérisquer étape par étape, travailler sur une preuve de concept et amener l'industriel à dire, bon, bah là, on a validé certains aspects qui nous permettent de passer à la phase supérieure sans prendre le risque dès le début de dire on a besoin de... Et nous, dans ce qu'on peut mesurer, c'est par rapport à la question que tu posais, Stéphane, on va pouvoir mesurer les capacités de stockage de gaz dans le matériau, c'est-à-dire à une pression donnée, combien de gaz je peux mettre dans mon matériau comparé à un espace vide, on va dire, sans matériaux. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir réduire la taille des réservoirs. Même si on le remplit avec un matériau, on va peut-être pouvoir stocker plus de gaz que si le réservoir est vide et qu'on met juste le gaz. D'accord. Donc nous, c'est ça qu'on va pouvoir mesurer. Et après, forcément, si derrière, il y a un industriel, l'extrapoler pour tout ce qui va être pilote et tout ça. Oui, après... Et pour rebondir sur ta question par rapport à aller jusqu'au pilote, alors la partie élaboration, par broyage, ce que j'ai brièvement présenté, on est capable d'élaborer des poudres donc très fines et très réactives. Et là, on est allé avec l'ONERA et la DGA jusqu'au pilote pour un moteur Ariane au 1/500e. Donc on a quand même fabriqué dans un labo pratiquement 500 grammes de poudre. Donc on va vraiment de la dizaine de milligrammes sur des matériaux spécifiques, mais si ces matériaux peuvent être élaborés par des techniques comme le broyage qui sont facilement extrapolables, on peut aussi aller jusqu'à un petit pilote, on va dire. D'accord, là c'était une application donc, plutôt défense, avec des soutiens de la DGA. De la DGA, de l'ONERA. On avait travaillé à l'époque aussi avec maintenant Eurenco, qui avant s'appelait la SNPE. Et Eurenco au début nous soutenait pas mal via des lettres de soutien pour les ANR, pour la fabrication de ces matériaux. Et là, oui vraiment, quand on a dû préparer 500 grammes, c'était un peu vertigineux pour nous parce que c'est pas du tout l'échelle du laboratoire, mais bon, on y est arrivé parce qu'on avait développé une méthode reproductible, on va dire. D'accord. Et du coup, c'est assez compliqué. On a parlé environnement, énergie, un peu aussi l'hydrogène, on a parlé défense. Dans votre présentation, j'ai vu vous parler de santé aussi. Oui, donc là, on a des spécialistes au laboratoire qui vont fabriquer des matériaux poreux, qui vont fonctionnaliser par les diverses molécules avec des applications, donc délivrance ciblée de médicaments, donc sur des... je pense que c'est des tumeurs cancéreuses sur lesquelles travaille un collègue. Donc, l'idée étant, on piège le principe actif, composé actif, il va être transporté jusqu'à la tumeur et se libérer dans la tumeur. Donc, on a 2 collègues qui travaillent sur les applications de santé dans ce sens-là, donc délivrance ciblée de médicaments. On a aussi une collègue qui, elle, va travailler sur... donc, de l'autre axe, sur tout ce qui va être revêtement, par exemple, dans le type de prothèse de hanche, fonctionnaliser une partie pour qu'il y ait une meilleure biocompatibilité entre les tissus et l'acier de la prothèse. Donc, on a aussi ces applications santé, pas représentées ici autour de la table, mais elles existent au laboratoire. Dès qu'on parle de matériaux et nanomatériaux, micromatériaux, on voit que l'échelle des possibles, vous pouvez travailler sur vraiment des projets très variés, l'échelle des possibles est grande, avec les différents moyens dont vous disposez, que ce soit les plateformes, les compétences, l'expertise. On peut vraiment imaginer pas mal d'applications possibles. Nous, on définit ça dans notre jargon comme des matériaux, ce que j'ai présenté, divisés. Donc, poreux ou poudre. Et vraiment, je pense, on est un labo super bien équipé pour caractériser toutes les propriétés, toutes les caractéristiques de ces matériaux
divisés qu'on retrouve partout dans la vie de tous les jours. Ouais, je pense que c'est ça qui est important à préciser. Derrière le nom du laboratoire, matériaux, divisés, c'est tout ce qu'on peut faire avec. Et c'était un petit peu, voilà, dans les échanges et dans les présentations, c'était un petit peu voir que on peut vraiment toucher tous les domaines, tous les domaines d'activité, et vraiment avec des projets innovants. Et dans quelque chose qui est invisible à l'œil nu, en fait. Parce que on dit c'est le voyage de l'infiniment petit, parce que déterminer des matériaux qui ont des tailles de 3-4 nanomètres de taille de pore, et qui développent en fait des surfaces spécifiques énormes, quoi. Oui, c'est-à-dire si on prend 3 grammes de charbon actif et qu'on le développe, vous recouvrez le stade Vélodrome. Et puis avec des propriétés, des sélectivités différentes, des capacités d'absorption différentes. Exactement. Écoutez, je sais pas s'il y a d'autres questions, on peut encore en prendre quelques-unes. Sinon, vraiment le but d'aujourd'hui, c'était vraiment que vous puissiez découvrir la richesse des expertises, des compétences donc le laboratoire Madirel il avait à offrir on l'a vu, sur tous les secteurs d'activité de notre filière, mais même au-delà. Mais on a parlé application, on a parlé énergie, on a parlé santé, on a parlé des pollutions environnement. J'ai même vu, on n'a pas beaucoup parlé, c'est moins notre secteur, mais vous travaillez sur le patrimoine aussi. Donc, oui, on a une collègue qui va s'intéresser aux pigments donc des peintures que l'on trouve sur les manuscrits médiévaux. Donc, essayer de comprendre comment à l'époque avaient été fabriqués ces pigments, resynthétiser à notre époque ces pigments pour comprendre comment on arrivait à avoir ce type de rouge, parce qu'en fait les différents pigments sont aussi une signature des auteurs de cette époque. Donc ça touche effectivement le patrimoine. Mais aussi les peintures. Donc nous, je sais qu'on a des entreprises qui ont des fois l'intégration de pigments naturels est très difficile dans les peintures. Il y a des problèmes de mélange, donc ça peut être aussi des sujets à creuser. donc voilà, donc tout ça, ça montre que vous pouvez intervenir sur tous nos secteurs. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions directes, mais j'espère déjà que cette présentation d'aujourd'hui vous a donné des idées pour vos propres projets. Après, effectivement, si vous souhaitez en savoir plus, discuter avec le labo de vos projets à vous, de manière bien sûr plus confidentielle en B2B, Novachim, nous, on est là pour faire le relais avec nos partenaires de la CISAM pour vous accompagner depuis la mise en relation avec le labo et toutes les étapes suivantes, c'est-à-dire faciliter le développement d'un projet avec le labo, sous quelle forme, quel partenariat, les aides, parce que c'est important de le dire, toutes les aides qu'on peut aller chercher. Il y a plein d'aides, des appels à... c'est ici, des appels à projets, des thèses. Il y a plein de façons de travailler avec des laboratoires et d'être accompagné. Là aussi, Novachim, la CISAM, on est là avec les laboratoires pour faire en sorte que ces projets collaboratifs, laboratoire-entreprise, ils s'initient rapidement et ils se développent très rapidement. C'est vraiment notre but. Voilà, je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour d'autres rendez-vous avec la recherche et l'innovation à la rencontre de nos laboratoires.